vous joindre à nous. Bienvenue au 20h sur Equinox Télévision. À la une, l'élection du PCA de la SOCAM joue les prolongations. Le président de la commission permanente de médiation et de contrôle vient d'écoper d'une suspension de 3 mois. Il est reproché à Jean-Calvin Abba-Yono d'avoir des manquements graves à l'éthique pendant le scrutin du 2 novembre dernier à la société civile camerounaise de l'art musical. Les passagers d'une compagnie aérienne turque en colère à Douala, ils ont pris d'assaut l'agence de la Turkish Airlines au quartier Akwa. Ces passagers se disent las d'attendre leur bagage depuis 2 semaines. Les forces de l'ordre sont intervenues et ont procédé à quelques interpellations. Et j'annonce que nous allons recevoir en deuxième partie de ce journal Éric Fernand Kouamo, l'envoyé spécial d'Equinox Télévision aux obsèques de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Avec lui, nous allons revenir sur cet hommage planétaire rendu au père de la lutte anti-apartheid. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. Retrouvons-nous juste après pour le développement. Une fois de plus, bonsoir. Et comme je le disais il y a quelques instants, la compagnie aérienne turque malmène ses clients à Douala. Eh bien, une centaine de passagers en attente de leur bagage depuis une semaine dont ont pris d'assaut l'agence Turkish Airlines sise au quartier Akwa. La tension était vive dans cette agence à tel point que les forces de l'ordre ont dû intervenir et ont également procédé à quelques interpellations. Retour sur les faits tels qu'ils se sont déroulés ce jour à l'agence de la Turkish Airlines dans ce reportage de Jean-Paul Chuniat. Massés devant la compagnie Turkish Airlines en début de matinée, ces passagers en provenance d'Europe attendent toujours leur bagage depuis une semaine. La compagnie les balade entre faux rendez-vous depuis leur arrivée à l'aéroport international de Douala. Que nos bagages ne sont pas arrivés, on a fait la déclaration. Le lundi, on est venu ici, ils nous ont envoyés au lendemain. Hier, on est arrivé, ils ont fait la même chose. Toujours sans la moindre information sur la direction qu'auraient emprunté leurs bagages, la tension monte. 2 des voyageurs rentrent dans les bureaux, discuter avec des responsables qui par ailleurs alertent la police. Le responsable a appelé le commissaire qui est arrivé, directement il a saisi, il a brutalisé. Cette passagère allemande a tout aussi vécu la scène. L'officier de police a poussé la porte, a brisé la glace. Ils accusent l'un de nous d'avoir fait cela et l'ont conduit au commissariat. Près d'une centaine de passagers de Turkish Airlines sont sans bagages, du coup pénalisés par ce désagrément. Je suis invité à un mariage ce samedi. J'ai rien à mettre comme vêtements, tout est dans mes valises. Tous dénoncent par ailleurs une tentative de duperie de Turkish Airlines, qui leur a proposé une compensation de 25 000 francs CFA, contre signature sur ce document en turc et en anglais. Il stipule que la somme perçue, l'intéressé doit renoncer à toute revendication des dommages subis, y compris en cas de perte de bagages. Selon des sources, certains clients ne maîtrisant pas l'anglais auraient paraphé le dit document sans le lire. Pour ces passagers, Turkish Airlines devrait verser $50 par jour et par client, 48 heures après le voyage. Approchés pour en savoir net sur cette situation, les responsables de cette agence de Turkish Airlines n'ont pas cru utile de répondre, faisant et conduire l'équipe d'Equinox Télévision par de gros bras. Société civile camerounaise de l'art musical, le président de la commission permanente de médiation et de contrôle, Jean-Calvin Abba-Yono, écope d'une suspension de 3 mois. Il lui est reproché des manquements graves à l'éthique lors de l'assemblée élective du 2 novembre dernier. Comment en est-on arrivé là? Marcelin Gansop nous en dit plus dans ce reportage. Au commencement était la vague de contestation née avant et surtout après l'Assemblée générale élective du 2 novembre dernier. Des artistes musiciens étaient alors montés au créneau pour dénoncer le jeu trouble de la CPMC et de son président dans la préparation et le déroulement de cette élection. Porté à la tête du comité électoral, le président de la CPMC, Jean-Calvin Abba-Yono, était accusé par les musiciens d'avoir torpillé le processus électoral et d'avoir favorisé la candidature du prince Didier Yango. Le ministre des Arts et de la Culture a enfoncé le clou le 13 décembre dernier en relevant dans une lettre d'observation que ses services avaient enregistré plusieurs dénonciations remettant en cause le travail du comité électoral, mais aussi la résolution relative à la constatation du quorum et à la présidence de l'Assemblée générale qui a siégé le 2 novembre. Selon Amatou Toumouna, la validation des différentes candidatures
n'avaient pas respecté les statuts de la SOCAM et en particulier les dispositions de l'article 4 du Code électoral portant sur l'exigence de la nationalité camerounaise des candidats. Visiblement, le ministre des Arts et de la Culture n'a pas été satisfaite par la réponse du président de la CPMC. Une réponse qui conforterait la thèse soutenue par des artistes, selon laquelle l'Assemblée générale élective du 2 novembre dernier n'était qu'une mascarade électorale. Les candidatures de Dédi Yango, mais aussi de Roméo Dika et Moussa Aïssam, ayant été fortement contestées pour diverses raisons. Jean-Calvin Abba Oyono est donc suspendu pour une durée de 3 mois pour manquement grave à l'éthique. L'intérim sera assuré par le responsable des affaires juridiques du ministère des Arts et de la Culture. Quant à Dédi Yango, il est également dans le collimateur de Amatou Toumouna, lui qui a également été sommé le 13 décembre dernier de justifier dans un délai de 10 jours sa nationalité camerounaise, afin de permettre à la SOCAM de prétendre à un agrément. D'aucuns y voient déjà le début de la déchéance du PCA nouvellement élu. Décidément, le mauvais vent n'a pas cessé de souffler à la SOCAM. On parle à présent de l'insécurité à l'extrême nord Cameroun. Le gouverneur Awa Fonka Augustine rassure. Un couvre-feu a été décrété par ses soins aux frontières pour renforcer la sécurité dans cette partie du pays, tandis que son homologue du Sud-Est rassure que cette région est prête pour accueillir le cinquantenaire de la réunification. Ils ont été approchés lors de la session de clôture qui a réuni tous les gouverneurs du Cameroun à Yaoundé. C'est dans ce reportage de Joël Essengue et Yannick Mbazoa. Il n'est de secret pour personne que l'insécurité a élu domicile dans la région de l'extrême nord. La preuve, les attaques constantes de la secte Boko Haram dans la localité de Kolofata. Dans la nuit du 13 au 14 novembre dernier, l'abbé Georges Vandej Butch, de nationalité française, a été enlevé dans son presbytère. Depuis lors, des mesures de sécurité ont été prises par le gouverneur de cette région. Nous avons renforcé la sécurité en personnel, en effectif, et également les motos qui circulaient à la frontière sont maintenant contrôlées parce qu'ils doivent circuler rien qu'à partir de... ne doivent pas circuler de 19h à 5h du matin. Autre sujet préoccupant, le cinquantenaire de la réunification du Cameroun. Je suis heureux d'annoncer que les conditions paraissent pouvoir être réunies dans quelques mois pour célébrer avec toute la solennité souhaitable le cinquantenaire de la réunification. Pour Bernard Okali Abilay, les préparatifs vont bon train. Tout est prêt, il y a des petites corrections, mais tout est prêt. Boya a été reconstruit. Je vous invite à Boya, au lieu de poser des questions ou de vous contenter des commentaires du gouverneur. Venez voir Boya, venez voir la nouvelle ville et vous irez commenter. Reste plus qu'à attendre l'officialisation de la date de célébration de ce grand rendez-vous. Restons dans la partie septentrionale du pays où des produits issus de la contrebande viennent d'être saisis par une patrouille mixte des forces de l'ordre. Pour plus de précision, voici le reportage de Amadou Daïrou et Julien Gué. Meskine, petit village situé à 7 km de Maroua. C'est ici que la douane camerounaise vient de saisir ces marchandises. Elles sont présentées comme des produits de la contrebande. Une pratique qui prospère le long de la frontière ouest du septentrion du Cameroun. Denrées alimentaires, appareils électroniques, articles ménagers précieusement emballés dans les cartons. Parmi cette trouvaille, la douane a aussi mis la main sur des engins à 2 roues. Il n'est pas facile de faire une saisie de cette envergure. Le commandant du premier bureau a été alerté à temps. Les éléments sont également arrivés à temps. Donc tout a été soigneusement ordonnancé et coordonné, ce qui a permis que nous avons aujourd'hui remporté une importante victoire sur ces cascadeurs et sur ces contrebandiers qui nous donnent l'insomnie. Selon des sources, ces produits proviendraient du Nigeria voisin. L'opération a été aussi facilitée par la présence des éléments du bataillon d'intervention rapide qui patrouille le long de la frontière.
Au moment où les frontières du pays sont envahies par les multiples attaques de la secte Boko Haram, la douane de l'extrême nord a du mal à atteindre ses objectifs. Et qui nous empêche de dormir en ces moments d'insécurité, de saison sèche où tout est ouvert, où la frontière ici est naturellement poreuse. Ce n'est pas nous qui transformons la frontière, ce n'est pas nous qui donnons la porosité de la frontière, mais la frontière est naturellement poreuse. C'est des victoires que nous engrangeons, mais nous n'avons pas l'intention de nous arrêter en si bon chemin. Donc les cascadeurs n'ont qu'à se tenir tranquilles, ils nous rencontreront sur leur chemin. Sur plus de 5 sorties frontalières du Nigeria, seule la frontière de Fotokol dans le Logo-Nechari essaye d'apporter son appui pour compléter le manque à gagner des recettes douanières. De l'extrême nord, nous descendons d'un cran, on s'arrête au nord Cameroun où le contrôle routier s'intensifie. Les forces de maintien de l'ordre s'attaquent ainsi aux conducteurs indisciplinés sur la voie publique. On note déjà depuis le début de cette campagne 200 motos et 50 véhicules interpellés. Une opération qui vise donc à permettre aux populations de passer des belles fêtes de fin d'année en toute quiétude. C'est dans ce reportage de Peter Koum et Nadine Yambou. Les automobilistes et les conducteurs de mototaxis sont dans le viseur de la police. En cette fin d'année 2013, les policiers traquent tous les chauffards sur la voie publique dans la région du Nord. L'objectif est de permettre aux populations de passer des fêtes de fin d'année en toute sécurité. Environ 250 motos ont été déjà saisies et mises en fourrière municipale. Il y a environ 50 véhicules. Cela fait déjà un mois que l'opération de contrôle est en cours dans cette région. Les forces de l'ordre ne sont pas prêts à s'endormir sous leur laurier. Il y a les gens qui tournaient partout ici et dehors avec des véhicules sans papier. Des véhicules avec immatriculation qu'on n'arrive pas à connaître au pays. L'ordre doit continuer à rien dans la ville. Tant que ces gens ne se mettent pas en ordre, on va toujours les contrôler. On est donc sur la voie permanemment. Cependant, les mototaxis ne disposant pas de permis de conduire sont indifférents face à ce contrôle routier. Tu vois la là, tu vois le contrôle, tu vois les bâtons de la police qui sont alignés. Tu crois que tu vas foutre comment? Toujours en rapport aux fêtes de fin d'année, on parle de l'utilisation de la balance pour mesurer le poids de la bouteille de gaz sur nos marchés. La mesure est effective à Douala. La plupart des commerçants se sont conformés à la règle, mais il se pose encore le problème de la manipulation de ce gaz par les vendeurs. C'est le constat fait ce jour dans la capitale économique par nos reporters Warren Zede et Axidine. Premier arrêt de la caravane conduite par le délégué régional des mines, de l'industrie et du développement technologique du littoral, Axlou Bepanda. Ici, le propriétaire du magasin, surpris par cette descente inopinée, reçoit d'abord des explications sur l'objet de la visite. Ensuite, il présente sa balance, comme pour dire qu'il est en règle. Mais pour être rassuré, il faut passer à la pesée. Le constat est clair, les bouteilles ont leur poids normal. Elles n'ont pas été délestées de leur contenu, ce qui suscite une première réaction. Nous constatons ici que les bouteilles respectent le poids normal. Et nous sommes également contents du fait qu'ils ont respecté les recommandations parce qu'ils ont par devers eux une balance. Deuxième arrêt, ce dépôt de gaz situé en face du lycée bilingue de Bepanda. En l'absence du propriétaire, l'employé en service a du mal à accepter la présence des contrôleurs. On note alors quelques échauffourées. Lorsque tout rentre finalement dans l'ordre, le constat est le même que celui du premier arrêt. Les bouteilles pèsent entre 23 et 30 kg, ce qui est normal. Mais il y a problème. Le dépôt de gaz est situé dans l'enceinte d'une maison d'habitation. C'est dire que les propriétaires ne mesurent pas les risques qu'ils encourent. Le troisième et dernier arrêt conduit la caravane au lieu dit Carrefour Agip. Ici, le poids est normal certes, mais non seulement les bouteilles sont placées à proximité d'un atelier de soudure, elles sont aussi disposées dans un conteneur, toute chose interdite par la loi. Une loi que le vendeur, malheureusement, ignore. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais su que c'était vraiment interdit de vendre dans le conteneur. Au terme de ce périple, qui a vu le délégué régional des mines, de l'industrie et du développement technologique du littoral sillonner quelques points de vente de gaz domestique à Douala, un constat se dégage. Partout où nous sommes passés, il n'y a pas eu un problème de siphonnage de bouteilles ou de délestage des bouteilles. Donc nous sommes satisfaits de ce que
ils ont respecté les recommandations et parce que la période de sensibilisation a été un peu longue. Donc nous osons croire que cette activité, que nous allons en faire une activité pérenne et régulière, va faire assez que les acteurs qui manipulent, qui siphonnent, qui délaissent les bouteilles se découragent pour que les mentalités également changent. En cette période de fête de fin d'année, la demande en gaz domestique est forte. Mais vendeurs et consommateurs doivent redoubler de vigilance afin d'éviter toute surprise désagréable. Je vous propose à présent de faire un tour dans un marché de la capitale économique dans le cadre de la fête de la Nativité qui s'annonce dans quelques jours. Arrêt donc au marché central pour constater que des personnes se sont lancées à la vente des vêtements pour enfants. Mais le seul constat, c'est que ces étals, on observe encore l'absence des clients devant ces étals. C'est le constat dans ce reportage de Mitterrand Dam et Flotamko Bensi. Marché central de Douala, à moins de 10 jours de la fête de Noël, le trafic est plutôt dense. De nombreux vendeurs ont pris d'assaut la chaussée, chacun ayant pour but d'être le premier à séduire le client. Des clients justement qui se comptent au bout des doigts dans cet embouteillage. Il y a l'affluence, mais il y a plus de commerçants que les acheteurs. Bon, depuis au moins 2 ou 3 ans, le marché de Noël n'existe même plus comme les années passées. L'embouteillage que vous voyez, il y a parmi nous les vendeurs, parmi nous il y a les soutireurs, parmi nous il y a les passants, comme vous voyez, mais il y a plus de vendeurs. Il y a l'affluence sur le marché, mais on ne paye pas. Pour le moment, le marché est très difficile. Ce n'est donc pas encore la bonne affaire pour des commerçants qui soutiennent que les articles sont particulièrement abordables cette année. Des vendeurs de jouets, par exemple, s'ennuient pratiquement devant leurs marchandises qui tardent à être arrachées des comptoirs. Ça, c'est les jouets que nous avons payés depuis le début de décembre. Jusqu'à aujourd'hui, on ne parvient pas à écouler. Je ne sais pas. Cette année, c'est très difficile. Et les vêtements sont devenus pas trop chers, à vil prix. Même comme ça, les parents n'arrivent pas à acheter parce qu'il n'y a pas de l'argent. À 1000 francs, à 2000 francs, un enfant habillé, les parents n'arrivent pas à acheter. Seuls quelques parents qui redoutent la pression de la dernière minute font le tour des étals à la recherche des habits, chaussures et autres biens à offrir à leur progéniture à l'occasion de Noël. Et chercher les chemises pour les enfants puisque j'ai les garçons. Non, les prix sont quand même abordables. J'ai acheté la chemise à 1500. Je suis venue pour faire les achats pour mes enfants. Les vêtements, chaussures, jouets, tout ce qu'il faut pour eux pour les faire. Pas trop cher, les prix sont abordables. De nombreux parents affirment avoir du mal à réunir les moyens financiers nécessaires pour le marché de Noël, alors qu'on est rendu à quelques jours seulement de la célébration. À l'étranger, regain des violences au Kenya. Au moins 5 personnes ont péri dans l'explosion des minibus au centre de la capitale Nairobi. Les activistes Shebab de Somalie seraient soupçonnés de ces attentats à la grenade. Les précisions avec les confrères des CCTV. Un nouveau minibus a été victime d'une attaque à la grenade à Nairobi. C'est le 3e depuis que le Kenya a envoyé des troupes en Somalie pour combattre les militants d'Al-Shabaab. Simon Kimutai est le président de l'association des propriétaires de Matatu, ces minibus qui servent de transport public au Kenya, et c'est un homme inquiet. Ces gens prennent toujours pour cible une zone où des gens ont le plus de chances d'être tués. Je ne comprends pas ces êtres humains. J'aimerais qu'ils soient là et qu'ils meurent aussi, qu'ils ressentent la douleur de leurs victimes. Certaines compagnies de bus ont renforcé la sécurité dans les transports. Tout le monde est fouillé avant d'embarquer. Tout le monde, ou presque. On fouille les passagers, mais des fois, on en prend d'autres sur la route. Alors en fait, on ne fouille pas tout le monde. Certains passagers descendent en route. D'autres montent alors pour occuper les places qui se libèrent. Et c'est là que les terroristes agissent. Le problème, c'est l'endroit où les gens montent. La plupart des sièges ne sont pas inspectés. Il faudra des agents de sécurité dans les bus pour fouiller les passagers qui entrent. Notre équipe a décidé de s'embarquer dans un de ces Matatu. Le chauffeur pense lui aussi que des agents de sécurité dans les bus feraient la différence. J'aimerais qu'il y ait au moins un agent par bus. Ça réduirait beaucoup les risques.
Bien que beaucoup de Kenyans soient de plus en plus vigilants, d'autres pensent que c'est au gouvernement de prendre des mesures pour assurer la sécurité des citoyens. La suite du journal à l'étranger, cette note, le président intérimaire Michel Diotoja envisage d'accorder l'amnistie aux milices impliquées dans les violences entre chrétiens et musulmans en contrepartie de leur désarmement, une opération que mènent déjà les troupes françaises sur le terrain. Enfin, sport, Gabon RCA, c'est l'affiche de la finale de la CEMAC, édition 2013. Eh bien, le Cameroun s'est incliné, les Lions à prime se sont inclinés. 8 tirs au but contre 9 face à la RCA. C'était après, dans les tirs au but, 2 buts partout, c'était pour le score après prolongation. Tandis que dans l'autre demi-finale, le Gabon a pris le dessus sur le Congo, 1-0. Projet d'investissement public, le Cameroun souhaite mobiliser des financements pour leur réalisation et l'État a lancé un emprunt obligataire de 50 milliards de francs CFA pour appel à l'épargne publique. Plus de précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Le Cameroun reste une destination privilégiée pour l'investissement. L'assurance est du ministre des Finances. L'État du Cameroun souhaite mobiliser par appel public à l'épargne 50 milliards de francs CFA sur le marché financier national. L'opération a été lancée à Douala par Alamine Ousmane Mey. Nous nous retrouvons au cœur de notre capital économique pour solliciter à nouveau la confiance des investisseurs nationaux et sous-régionaux pour conduire à bon port certains projets. L'initiative a pour objet de financer des projets de développement inscrits au budget de l'État, des projets portant sur la construction des infrastructures routières, portuaires et énergétiques. Tels que le barrage de Memvele qui est en cours, tels que le port en eau profonde de Kribi, tels que certaines infrastructures routières qui sont de nature à propulser notre pays vers l'émergence, à réaliser l'intégration sous-régionale tant recherchée pour que, en fin de compte, nous puissions avoir un pays où il fait bon vivre, où les conditions de vie des populations sont nettement améliorées. C'est là tout le souci du président de la République, son Excellence Paul Biya. 5 millions d'obligations d'une valeur nominale de 10 000 francs CFA chacune sont émises par l'État du Cameroun. Les titres, sous forme dématérialisée, sont inscrits en compte auprès du dépositaire central, la Caisse autonome d'amortissement, et tenus dans les livres des prestataires de services d'investissement au rang desquels la SCB, mandatée comme arrangeur de l'opération. L'État du Cameroun a souhaité lever un emprunt de 50 milliards. La SCB a cru dans le projet et a cru en ses capacités à mobiliser tous les investisseurs qui sont clients ou pas. Elle a cru également en la capacité de toute la communauté bancaire à placer auprès de la clientèle particulière, professionnelle, institutionnelle, dans la mesure où ça subvient au financement d'un certain nombre de projets structurants. La durée de l'emprunt est de 5 ans, avec un taux d'intérêt nominal de 5,9% net par an. Le Cameroun, s'il faut s'inspirer de l'opération de 2010, a respecté scrupuleusement les dispositions qui ont été inscrites dans cette note d'information, à savoir ouvrir un compte séquestre au niveau de la BEAC, loger les ressources pour rembourser à échéance, ce qui a été fait en 2011, en 2012 et cette année en 2013. Et nous pensons que cela est suffisant pour démontrer sa capacité à mobiliser des ressources à l'intérieur et les mettre à disposition le moment venu pour faire face à ces engagements. Les souscripteurs potentiels ont jusqu'au 23 décembre de cette année pour se manifester auprès des prestataires, membres du syndicat de placement. Cette période de souscription, qui court depuis le 9 décembre 2013, peut être modifiée en cas de besoin, rassure l'État. Notons que le Cameroun s'est engagé depuis quelques années dans un programme d'investissement à travers des projets porteurs de croissance et d'emploi dans le domaine des infrastructures routières, portuaires et énergétiques qui nécessitent la participation de tous, d'où cette campagne d'appel public à l'épargne. Toujours en page réclame, G4S récompense ses employés les plus méritants. L'entreprise spécialisée dans le gardiennage a procédé il y a quelques jours à la remise des médailles d'honneur et de travail. C'était en présence du gouverneur de la région du littoral. Reportage. Ils sont au total 420 personnels de G4S Cameroun qui voient leurs efforts et leurs ardeurs à la tâche récompensés ce 13 décembre 2013.
Des distinctions honorifiques constituées d'argent, de vermeil et d'or, fruits de leur abnégation, leur persévérance et leur loyauté envers l'entreprise. Une cérémonie privilégiée par la présence du gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty Assomo, a loué le climat social stable qui règne à D4S Cameroun et qui témoigne de la symbiose entre la direction générale et les employés. Ce climat social est la résultante d'un permanent dialogue social qui vous amène à vous concerter régulièrement, à examiner et régler d'un commun accord toute pierre d'achoppement entre la direction générale et les personnels. Une gratification placée sous le signe de la transparence et du mérite. Le premier critère, c'est l'ancienneté au travail, puisque c'est le médaille d'honneur en agence, c'est pour un service évolué de 10 ans. Le vermeil, c'est le service d'une ancienneté de 15 ans. Et aujourd'hui, nous avons, ça c'est notre 25e anniversaire au Cameroun, et nous avons 7 récipiendaires en médaille d'or. Ces médailles d'honneur et de travail sont une satisfaction pour ces valeureux employés qui ont su donner à la profession de gadinage ces lettres de noblesse. Très fier. Et voici la journée qui me rend encore à la société. Je remercie beaucoup le Seigneur de m'avoir donné la force et le courage d'arriver à ce niveau. Ancien Wakenot, D4S Cameroun est présent au Cameroun depuis 25 ans. Pionnier et leader dans le secteur de gadinage, un statut qui permet à cette société privée de toujours conquérir la confiance d'une large clientèle. Au-delà de ses activités circonscrites en priorité à la lutte contre l'insécurité, D4S Cameroun met également un accent particulier sur la lutte contre le chômage. L'entreprise citoyenne est dotée d'un potentiel humain de plus de 6 000 employés répartis sur l'étendue du territoire national. Un personnel rompu à la tâche et doué des techniques de sécurité professionnelle. Afin d'encourager une saine émulation entre les employés, la direction générale de D4S Cameroun va désormais élire 2 meilleurs travailleurs avec à la clé des attestations et des primes. Chaque mois, nous allons primer 2 meilleurs travailleurs chaque mois à Douala comme à Yaoundé, puisqu'à Yaoundé, nous avons un effectif d'environ 1900 employés. Donc, nous pensons que c'est une autre façon de les motiver pour un développement au travail. D4S Cameroun offre au quotidien aux entreprises et aux particuliers ses services en matière de gadinage. Ceci grâce à l'expertise et au professionnalisme de son personnel, ce qui lui vaut sans cesse une marque de confiance renouvelée de ses partenaires. Alors, je vous donne rendez-vous dans quelques instants seulement et nous allons accueillir la personne qui nous accompagne en deuxième partie de ce journal. Il s'agit d'Éric Fernand Kouamouo, notre envoyé spécial aux obsèques de Nelson Mandela, de retour d'Afrique du Sud. Éric Fernand Kouamouo, bonsoir. Bonsoir Etienne Pascal. Alors, comment on dit déjà bonsoir en Xhosa? C'est la langue maternelle de Nelson Mandela. Sabonani. Sabonani, comment on répond? Vous répondez Sabonani. Sabonani. Tout à fait. Alors Sabonani, Éric Fernand Kouamouo. Sabonani, Etienne Pascal. Voilà, vous étiez le seul journaliste camerounais parmi les 2500 qui ont couvert cet événement. Alors, vous vous êtes senti un peu seul? Oui, nous avons eu l'opportunité d'écrire l'histoire de l'Afrique contemporaine. C'était un grand moment et nous avons ainsi eu l'occasion de faire partie des 2500 journalistes qui avaient été accrédités officiellement par le gouvernement sud-africain pour couvrir les obsèques de Nelson Mandela. Mais peut-être un jeu de mots, nous étions, disons, les seuls journalistes camerounais du Cameroun, venant du Cameroun pour couvrir ces obsèques, parce que je n'ai pas vu d'autres confrères là-bas, camerounais venant du Cameroun, mais des journalistes camerounais, il y en avait qui venaient de la Côte d'Ivoire, qui venaient de France, un peu partout, mais du Cameroun, nous étions les seuls. Voilà une exclusivité que les téléspectateurs, qui sont d'ailleurs très nombreux d'Equinox Télévision, ont pu apprécier avec les multiples reportages que vous avez réalisés avec Eric Ouattara. Alors, Éric Fernand Kouamouo, quelle est l'image forte que vous gardez de ces obsèques planétaires rendues à Nelson Mandela? L'image forte que je garde de mon séjour en Afrique du Sud pour assurer la couverture des obsèques de Nelson Mandela, c'est bien une image plurielle. Une image plurielle, je garde l'image de Soweto. Soweto qui était en deuil. Les populations de Soweto qui, vous le savez, sont attachées à Nelson Mandela.
sur le plan culturel et même sur le plan historique et même politique. Vous savez que Soweto a été le cœur de la révolution contre l'apartheid. Vous vous souvenez par exemple de l'assassinat du jeune Hector Peterson qui n'avait que 13 ans en 1976, qui est devenu une date historique pour l'enfance en Afrique, puisqu'on en a fait la journée de l'enfant africain. Donc à Soweto, j'ai vu des populations pleurer, faire le deuil et se demander what do we become without Nelson Mandela. Donc c'était en fait une population meurtrie, une population éplorée. Et lorsque je suis entré dans la maison de Nelson Mandela, une case tout à fait modeste qu'il a eue en 1946 avec sa toute première épouse Evelyne Massé et leurs 3 enfants, qu'il faut le rappeler, sont aujourd'hui tous décédés. J'ai été extrêmement ému. Ému de voir comment Nelson Mandela a pu, à partir de son domicile de Soweto, monter une résistance avec son épouse et ses enfants. Alors, j'ai pu voir le dispositif que Nelson Mandela a mis en place pour résister aux tirs, l'impact de balles, etc. Vous comprenez combien cet homme a été remarquable dans la construction de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'unité et de l'union en Afrique du Sud. Voilà les premières images fortes donc, que vous venez donc de relater. Maintenant, dites-nous un peu, pendant ces jours d'hommage en Afrique du Sud, plus particulièrement les villes dans lesquelles vous êtes rendus, comment est-ce que la vie se passait au quotidien pendant toute cette période? Est-ce qu'il y avait paralysie? Est-ce que c'était arrêt total des activités? Racontez-nous un peu le quotidien des habitants des villes que vous avez visitées pendant cette période. Alors, une petite anecdote, discutant avec un ami dès mon retour, je lui ai dit que Nelson Mandela avait tellement aimé son pays qu'il est mort pendant les grandes vacances pour ne pas paralyser le train de vie de la nation, pour ne pas impacter l'économie sud-africaine. Donc Nelson Mandela est décédé en pleines vacances. Ce sont les grandes vacances en Afrique du Sud. Et du coup, les Sud-Africains avaient la possibilité justement de faire le deuil. Et dans les rues de Johannesburg, où nous étions, ou encore à Pretoria, c'était des images fortes. Des populations qui faisaient à la fois le deuil, mais qui célébraient la vie, et pour d'autres, la résurrection de Nelson Mandela. En fait, pour beaucoup de Sud-Africains, aujourd'hui, Nelson Mandela n'est pas mort. Donc, nous avons vu des Sud-Africains célébrer Nelson Mandela dans les rues de Johannesburg. Et vous le savez, la dépouille de Nelson Mandela a été exposée à la Union Building, qui a en fait la présidence sud-africaine à Pretoria. Et des Sud-Africains sont partis de toutes les villes pour se retrouver à Pretoria. Nous avons vu des gens passer la nuit à la Belle Étoile, dans les files, c'est-à-dire de longues files d'attente, pour attendre avec impatience de jeter le coup d'œil d'adieu sur la dépouille de Nelson Mandela. C'était impressionnant. On a des images qui défilent d'ailleurs en boucle pendant cet entretien. Là, on constate une forte mobilisation de la part des Noirs. Est-ce que vous avez ressenti cette même mobilisation dans la communauté blanche? Non, écoutez, il est peut-être prématuré de faire une lecture sur la façon dont les Noirs et les Blancs ont célébré la disparition de Nelson Mandela. De toutes les façons, Noirs ou Blancs, tous étaient affectés. Nous avons par exemple rencontré des gestionnaires. Vous savez, l'économie sud-africaine est détenue par des Blancs. Pas des Blancs, il faut le dire. L'économie sud-africaine, en majorité, est détenue par les Blancs, à un pourcentage très élevé. Mais beaucoup ont arrêté, suspendu leurs activités pendant 2-3 jours, nonobstant les pertes, pour rendre hommage à Nelson Mandela. Donc en Afrique du Sud, il était difficile de faire d'établir la différence entre noirs et blancs. C'est une société homogène, c'est une société sud-africaine homogène qui a rendu hommage à Nelson Mandela. Mais au-delà de tout, il faut dire que nous avons été impressionnés par l'organisation de ces obsèques. À aucun moment il y a eu un manquement. Le gouvernement sud-africain a mis en place un dispositif et une organisation impeccable. Voilà, on nous fait déjà si peut-être que nous allons bientôt mettre un terme à cet entretien. Mais tu as passé du temps au village de Nelson Mandela. Est-ce que c'est le même style de village
auxquels on a l'habitude, par exemple ici au Cameroun, qui était dans le village natal de Nelson Mandela. Nelson Mandela ressemble à quoi? Est-ce que c'est véritablement l'image? Kounou est un village, c'est un village comme tous les autres, comme tous les villages au Cameroun, à la seule différence que, comme dans tous les pays d'Afrique, comme dans toutes les autres villes d'Afrique du Sud, les routes sont bien faites, les quartiers sont tracés, il y a de l'eau, il y a de l'électricité, le mot délestage n'existe pas dans le vocabulaire, les coupures intempestives d'eau n'existent pas du tout. Donc voilà la différence. Mais Nelson Mandela est un homme modeste. Et même sa maison, son domicile de Kounou le démontre. Il était un homme ouvert et nous avons pu rencontrer des populations qui ont fait des témoignages selon lesquels, lorsque Nelson Mandela arrivait au village, il discutait avec tout le monde. J'ai rencontré une dame qui m'a dit que son fils souffrait d'un cancer. Et Nelson Mandela est arrivé à Kounou, il est allé dans... Il a pris part à un culte un dimanche, il a appris la nouvelle et il s'est rendu au chevet de cet enfant. Alors, il a prié avec la famille. Donc au-delà de tout, je dois dire aussi une image forte qui m'aura marqué en Afrique du Sud, c'est en fait... c'est en fait l'organisation de cette société. C'est en fait le développement. Est-ce que vous avez été interpellé par les confrères des Camerounais, mais qui ne venaient pas du pays, oui, sur l'absence du président de la République? Oui, et évidemment, le Cameroun n'était certes pas représenté. Le Cameroun n'était pas représenté aux obsèques de Nelson Mandela, c'est clair. Enfin, à un niveau un peu plus élevé, le président de la République n'était pas là. Mais lorsque vous vivez les obsèques officielles de Nelson Mandela, avec près de 110 chefs d'État, avec des leaders mondiaux, etc. Et qu'on vous dise que c'est le ministre des Relations extérieures qui représente le président de la République, évidemment, c'est un problème. Mais au-delà de tout, il faut dire que j'ai été également très impressionné par, peut-être agréablement ou désagréablement, voilà, on aura le temps de revenir sur tout ce que vous avez pu avoir l'absence du Cameroun là-bas comme Kounou. Information. Eric Fernand, comme je suis désolé de vous couper car c'est bien le temps dommage. qui nous est parti. On aura le temps de revenir au cours des prochains formats consacrés peut-être au débat. Merci et bon retour au pays. Bien, merci. Je crois que le Cameroun gagnerait à s'inspirer du développement de l'Afrique du Sud parce que le Cameroun a tous les atouts pour se développer et faire de sa jeunesse de grands hommes. Merci Eric Fernand Kouamouo, rédacteur en chef d'Equinox Télévision et Radio. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Retrouvez juste après moi 237 le débat. Fénelon Maropsen avec ses invités vont parler des droits d'auteur au Cameroun. Bonsoir.